Mesdames et messieurs, bonsoir. C'est 15h local du CAS. C'est temps donc de notre journal complet en langue française que j'ai le plaisir de vous présenter durant les prochaines minutes. Tout de suite, les principaux titres. Le président Abdel Fattah el-Sisi souligne l'importance historique de la visite de son homologue kirghize Sadir Japarov. Près d'1 million de personnes ont reçu de l'aide alimentaire du programme depuis le début de cessez-le-feu à Gaza. Et le socialiste Zohran Mamdani remporte hier la mairie de New York au terme d'une soirée d'élections locales dans laquelle Donald Trump a essuyé plusieurs revers. À la une donc de cette édition, c'est le président égyptien Abdel Fattah el-Sisi qui a accueilli son homologue Sadir Japarov, président de la République kirghize. Au cours d'une séance de consultation à huis clos, le président Sisi a souhaité la bienvenue à son homologue kirghize à l'occasion de la première visite officielle d'un président de Kirghizistan en Égypte. Cette rencontre a été suivie d'une session élargie en présence des délégations de deux pays, puis la signature de deux mémorandums d'entente entre les deux parties. Le porte-parole de la présidence a déclaré que le président Sisi avait souligné l'importance historique de cette visite qui ouvre de nouvelles perspectives de coopération entre les deux pays. Il a de même exprimé la volonté de l'Égypte de renforcer la coopération bilatérale dans les divers domaines d'intérêt commun. Le chef de l'État a également salué la décision de Kirghizistan d'ouvrir une ambassade au Caire, considérant qu'il s'agit d'une étape stratégique qui contribuera à dynamiser les relations bilatérales, notamment dans les secteurs économiques, commerciaux et d'investissement. De son côté, le président Japarov a exprimé sa grande satisfaction à l'occasion de sa première visite au Caire et a adressé les félicitations au président Sisi pour l'inauguration du Grand Musée égyptien, tout en affirmant la volonté de son pays de renforcer les relations bilatérales avec l'Égypte dans tous les domaines. Le Premier ministre Dr Moustapha Madbouli a affirmé que le forum d'affaires égypto-kirghize tenu en présence du président de Kirghizistan constitue une opportunité importante pour donner une forte impulsion au renforcement des relations bilatérales entre les deux pays dans divers domaines. Lors de l'ouverture des travaux du forum des hommes d'affaires entre l'Égypte et le Kirghizistan, en présence du président Japarov, Dr Madbouli a indiqué que la coopération portera sur plusieurs secteurs clés, notamment les infrastructures, l'énergie, les mines, l'agriculture, ainsi que les télécommunications, la numérisation de l'industrie pharmaceutique. Il a ajouté que le forum permettra aux deux parties d'explorer de nouvelles perspectives de coopération, de présenter les opportunités prometteuses d'investissement commercial et économique disponibles dans les deux pays. Le Premier ministre a souligné que les discussions d'aujourd'hui traduisent la volonté commune et la détermination politique des deux parties à élever leurs relations bilatérales à un niveau concret à travers l'augmentation des échanges commerciaux, le renforcement des investissements mutuels et la promotion de la production conjointe. Le Caire doit accueillir lundi prochain le forum du commerce et d'investissement Égypto-Golfe qui se tient pendant 2 jours sous les thèmes feuille de route pour le renforcement économique entre l'Égypte et les pays du Golfe. Ce forum sera organisé par le ministère des Affaires étrangères, le secrétariat général du Conseil de la coopération des pays arabes du Golfe en coopération avec le ministère de l'Investissement du Commerce extérieur. Ce forum s'inscrit en fait dans le cadre des relations étroites reliant l'Égypte aux pays frères du Conseil de la coopération des pays arabes du Golfe. Ce forum doit également lancer davantage de partenariats économiques, augmenter le volume de l'échange commercial et doubler les investissements en Égypte. Le ministre des Affaires étrangères, Badr Abdelati, s'est rendu en Algérie où il doit s'entretenir avec un nombre de hauts responsables au gouvernement algérien. Abdelati doit également participer à la réunion tripartite du mécanisme sur la Libye qui regroupe les chefs de diplomatie égyptienne, tunisienne et algérienne avec la participation de l'envoyé spécial des Nations Unies en Libye. Cette réunion s'inscrit dans le cadre des efforts conjoints des pays du voisinage de la Libye qui œuvrent pour soutenir le règlement politique du conflit. Une représentante du programme alimentaire mondial PAM a déclaré qu'environ 1 million de personnes ont reçu de l'aide alimentaire du programme depuis le début de cessez-le-feu à Gaza. Elle a appelé de nouveau à l'ouverture de tous les points de passage vers le territoire palestinien. Voici les détails.
Dans des déclarations devant la presse à Genève, la porte-parole du Programme alimentaire mondial a précisé que 3 semaines et demie après le cessez-le-feu à Gaza, le programme a distribué des colis alimentaires à environ 1 million de personnes dans toute la bande de Gaza. Elle a cependant souligné que pour étendre leurs opérations au niveau requis et conformément à leurs engagements, ils ont besoin d'un meilleur accès, notamment à davantage de points de passage frontaliers, rappelant que le PAM visant à atteindre un total de 1,6 million de personnes. Elle a ajouté que le programme ne dispose toujours que de 2 points d'accès frontaliers opérationnels et a réclamé l'ouverture de points de passage vers le nord du territoire pour stabiliser les marchés et répondre aux besoins de la population. Elle a aussi souligné que si la consommation alimentaire a légèrement progressé grâce à l'aide humanitaire et au passage des camions commerciaux, celle-ci reste bien inférieure au niveau d'avant le conflit. Selon la responsable onusienne, le PAM dispose actuellement de 44 points de distribution alimentaire opérationnels à Gaza sur un objectif de 145. Elle a encore précisé qu'à ce jour, environ 700 000 personnes reçoivent quotidiennement du pain frais fourni par 17 boulangeries industrielles parrainées par le PAM, 9 dans le sud et le centre de Gaza et 8 dans le nord. Par ailleurs, le PAM a indiqué que 200 000 personnes à Gaza reçoivent désormais des virements et bons numériques leur permettant d'acheter des denrées alimentaires et des besoins de première nécessité sur les marchés locaux. De leur côté, les autorités de l'occupation israélienne ont annoncé aujourd'hui avoir identifié la dépouille rendue hier par le Hamas comme étant celle du soldat israélo-américain Itai Chen, enlevé le 7 octobre 2023. L'armée de l'occupation israélienne a précisé dans un communiqué que le soldat était âgé de 19 ans au moment de sa mort. Son décès a été officiellement établi le 10 mars 2024. Cette identification porte à 7 le nombre de dépouilles des otages que le Hamas doit encore restituer à Israël. Depuis le début de la trêve, le 10 octobre, le Hamas a libéré les 20 derniers otages vivant retenus dans la bande de Gaza depuis le 7 octobre 2023. En échange de la libération de près de 2000 prisonniers palestiniens, a commencé à restituer les dépouilles de ceux qui ont été tués. Une attaque dans la ville stratégique d'Al Obaïd, capitale régionale de Kordofan Nord au Soudan, a fait au moins 40 morts. C'est ce qu'a annoncé aujourd'hui le Bureau des affaires humanitaires de l'ONU dans un communiqué. Les Nations unies n'ont pas précisé le jour de l'attaque ni ses responsables, mais elle s'est produite alors que le combat pour le contrôle de cette région de centre du Soudan s'intensifie entre les forces de soutien rapide FSR et l'armée soudanaise. La porte-parole de la Maison-Blanche, Caroline Leavitt, a indiqué que le président syrien Ahmed El-Shara serait reçu lundi à la Maison-Blanche par Donald Trump. Il sera le premier chef d'État syrien à faire cette visite et qui fait partie des efforts du président américain pour la paix dans le monde, selon les termes de la porte-parole pendant une conférence de presse. Caroline Leavitt a par ailleurs jugé que la Syrie avait fait des progrès sur la voie de la paix avec ce nouveau dirigeant. Ce sera la deuxième visite aux États-Unis d'Ahmed El-Shara après son passage en septembre à l'ONU à New York, où il est devenu le premier président syrien depuis 1967 à s'adresser à l'Assemblée générale. Le socialiste Zohran Mamdani a remporté hier la mairie de New York au terme d'une soirée d'élections locales dans laquelle Donald Trump a essuyé plusieurs revers, un message de défiance à un an des élections de mi-mandat. L'élu local, 34 ans, opposant résolu au président américain, a largement dévancé son principal adversaire, l'ancien gouverneur de l'État, le centriste Andrew Cuomo, selon les projections de plusieurs médias. Zohran Mamdani deviendra donc le 1er janvier le premier maire musulman de la plus grande ville des États-Unis. Il sera aussi le plus jeune à avoir jamais occupé ce poste. Sa victoire a été accueillie par des cris de joie et parfois les larmes de ses partisans réunis dans une grande salle rococo des années 1920 du centre de Brooklyn. Donald Trump a lui aussi rapidement réagi dans un message publié sur son réseau Truth Social, a cité des sondeurs anonymes affirmant que les défaites républicaines étaient dues à la paralysie budgétaire de shutdown et au fait que son propre nom ne figurait pas sur les bulletins de vote.
Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a appelé hier Viktor Orban à ne pas bloquer le processus d'adhésion de son pays à l'Union européenne que Bruxelles considère en bonne voie, au contraire de la Géorgie, jugée désormais plus éloignée des 27. Les détails. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a appelé mardi Viktor Orban à ne pas bloquer le processus d'adhésion de son pays à l'Union européenne, que Bruxelles considère en bonne voie, au contraire de la Géorgie, jugée désormais plus éloignée des 27. Viktor Orban a immédiatement réaffirmé que la Hongrie ne soutient pas et ne soutiendra pas l'adhésion de l'Ukraine à l'Union européenne, ajoutant que cela entraînerait une guerre en Europe et coûterait de l'argent à la Hongrie au profit de l'Ukraine. Entamé tambour battant au lendemain de l'invasion russe en février 2022, la procédure en vue de l'entrée de l'Ukraine dans l'Union européenne est à l'arrêt depuis plusieurs mois. Ce processus d'adhésion long et complexe exige l'unanimité des 27 États membres à chaque nouvelle étape. Or, le chef du gouvernement hongrois a décidé de geler de facto le processus d'adhésion en usant de son droit de veto. La Commission européenne cherche des solutions et envisage désormais de demander un mandat pour poursuivre les discussions au sein des groupes de travail sans avoir à réclamer un feu vert pour chaque étape de négociation, a expliqué mardi la commissaire européenne chargée de l'élargissement en présentant devant la presse un rapport d'étape décrivant l'état des pourparlers entre l'Union européenne et 10 pays qui cherchent à la rejoindre. Au moins 7 personnes ont trouvé la mort et au moins 11 autres personnes ont été blessées après l'accident d'un avion cargo qui s'est écrasé peu après son décollage dans la ville de Louisville, dans le centre-est des États-Unis, selon le gouverneur de Kentucky, qui s'attend à un bilan plus lourd. Le responsable de l'aéroport international Mohamed Ali de Louisville ont annoncé que tous les vols prévus au départ hier soir avaient été annulés. L'accident intervient au moment où les conséquences de la paralysie budgétaire due à un désaccord entre républicains et démocrates au Congrès se font particulièrement ressentir dans le domaine du transport aérien. Et donc, sur notre volet sportif, avec plus de précision, la Ligue des Champions, le Bayern Munich a enchaîné une 16e victoire d'affilée en battant le Paris Saint-Germain 2-1 hier au Parc des Princes et occupe ainsi la place de leader au classement général. Surpris par le but de Luis Diaz à la 4e minute sur la première incursion bavaroise, le PSG a toutefois souffert en première période et le duel a failli tourner court, même si le Paris Saint-Germain a pensé égaliser à la 23e minute par Ousmane Dembélé, un but finalement annulé pour hors-jeu. Le Ballon d'Or, de retour de blessure, a ensuite pris prématurément la direction de vestiaire, puis Paris a encaissé un second but. De même, Luis Diaz à la 32e minute, qui s'est illustré de moins belle manière juste avant la pause en blessant le défenseur marocain du Paris Saint-Germain, Achraf Hakimi, à la cheville gauche d'un tacle violent, lui valant d'être exclu. Avec cette première défaite européenne, le Paris Saint-Germain, 9 points, sort du rythme des leaders. Donc notre journal va terminer aux Philippines où le bilan du typhon Kalamaji a dépassé les 90 morts aujourd'hui selon les chiffres officiels compilés sur cette catastrophe qui a provoqué des inondations d'une rare violence. Le point tout de suite. Le porte-parole de la province de Cebu a précisé que 35 corps supplémentaires avaient été découverts dans un village côtier portant le bilan régional à 76 morts. La Défense civile nationale avait auparavant confirmé au moins 17 autres victimes dans le reste du pays pour un total de 93 décès à ce stade. Ce sont les grandes villes qui ont été touchées, les zones très urbanisées, a expliqué sur la radio locale un responsable de la Défense civile.
Des villes entières de cette province avaient été inondées mardi, les habitants tentant de trouver refuge sur les toits pour échapper aux eaux boueuses qui emportaient voitures, camions et même d'énormes conteneurs de marchandises comme le montrent des vidéos vérifiées. Près de 400 000 personnes avaient été préventivement déplacées de la trajectoire de typhon. Kalmagé est entré par l'est du pays lundi, peu avant minuit, touchant terre au niveau de la province des îles d'Inagat, d'après le service météorologique national. Sur les 24 heures précédentes, 183 mm de précipitations se sont abattus sur la zone autour de la ville de Cebu, bien au-dessus de la moyenne mensuelle de 131 mm. Selon les scientifiques, le réchauffement climatique provoqué par l'activité humaine rend les phénomènes météorologiques extrêmes plus fréquents, plus meurtriers et plus destructeurs. Donc, c'était tout pour cette édition de notre Jean Campion en langue française. Merci beaucoup pour votre attention toujours. Bonne suite de nos programmes sur deuxième chaîne nationale, votre chaîne nationale. Au revoir.